Bonsoir à tous. Donc, je suis Elise Casatsu, je suis interne de pédiatrie. Et donc, je vais commencer par vous faire un focus sur cette grande étude qui reprend les données de l'EBMT sur les résultats de l'allogreffe chez 813 enfants atteints d'une anémie de Fanconi. Donc, comme vous le savez, l'anémie de Fanconi, c'est une maladie rare. C'est la première cause d'aplasie médulaire constitutionnelle. Et les enfants, au moment du diagnostic, ont en moyenne 7 ans. Environ un tiers présenteront une hémopathie secondaire à un âge moyen d'environ 40 ans. À ce jour, le seul traitement curatif, c'est l'allogreffe de moelle osseuse. Cette étude, donc, qui reprend les données du registre de l'EBMT, c'est une étude de cohorte rétrospective sur une longue période, de 2010 à 2018. Les patients, pour être inclus, ils devaient avoir 18 ans au plus au moment de leur greffe, et ça devait être leur première greffe. Les critères étudiés étaient donc la survie, l'EFS, l'EFS sans GVH, la survenue d'une GVH, la survenue de cancer secondaire. 813 patients ont été inclus, allogreffés dans 137 centres de l'EBMT. Ils avaient en moyenne 8,8 ans au moment de leur greffe et ils ont été greffés en moyenne 2 ans après le diagnostic de leur anémie de Fanconi. On voit que la majorité, 96%, sont greffés au stade d'aplasie ou bone marrow failure et un tout petit pourcentage au stade acutisé. Pour revenir rapidement sur les caractéristiques des greffes, une grosse moitié de greffes match family donor, 54%, 20% de greffes unrelated donor, et puis une plus petite proportion de greffes mismatch et haplo. Une majorité de conditionnement par fludarabine et cyclophosphamide, 68%, une majorité de greffons de moelle, 65%, seulement donc 13% des patients qui n'ont pas reçu de sérothérapie et 11% qui avaient été irradiés. Concernant la survie globale, donc sur une moyenne de 3,7 années, l'OS à 5 ans est à 83%, avec selon le type de greffe, donc en rouge c'est la greffe MFD et en bleu la greffe MUD, une OS à 5 ans qui est très bonne et qui est assez comparable, alors que pour les greffes mismatch et haplo, une OS autour de 70% qui est significativement moins bonne que pour la greffe MFD. Si on regarde un petit peu le statut hématologique au moment de la greffe, par rapport à la survie à 5 ans, c'est très net. La survie à 5 ans au stade de syndrome myélodysplasique ou de LAM, elle est vraiment moins bonne, à 40%. Une EFS à 78%, avec sur l'analyse multivariée, donc un impact de l'âge au moment de la greffe, du statut hématologique et une EFS un peu moins bonne donc pour les greffes mismatch et haplo par rapport à la greffe MFD. 23% de GVH tout stade confondu, 8% de GVH chronique à 1 an et 12% de GVH chronique à 5 ans pour aller un peu vite. Et enfin, pour finir, je ferai juste un point sur cette analyse en sous-groupe, sur l'impact de la sérothérapie dans la greffe match family donor, avec pour les patients qui ont reçu une sérothérapie, une meilleure GRFS et donc moins de survenue de GVH chronique et aigu, avec un petit avantage pour les patients qui ont de l'alantusumab. En conclusion, donc c'est la plus grande étude récemment réalisée sur l'allogreffe chez les patients Fanconi, une amélioration de la survie pour tous les types de donneurs avec une OS à 5 ans à 83%, une survie comparable entre les greffes match family donor et unrelated donor, un impact important donc de l'âge et du statut LAM myélodysplasie sur la survie et sur l'EFS et la GRFS, et pour les greffes match family donor, moins de GVH aigu et chronique et une meilleure GRFS pour les patients qui bénéficient d'une sérothérapie. Thierry, un bref commentaire. Merci beaucoup. Donc, c'est effectivement très satisfaisant par rapport à l'historique où les premiers résultats de fiches en Fanconi, c'est 30% de survie. Maintenant, on a à peu près les mêmes résultats que pour l'aplasie acquise. Donc, on peut greffer un enfant fanconique à une aplasie, même s'il n'y a pas de donneur familial, on arrive toujours à trouver une solution. Alors, le long terme, vous le savez, c'est les cancers, et ça, c'est dramatique chez ces patients. En fait, on découvre l'histoire naturelle. Maintenant qu'on greffe tout le monde, on se rend compte qu'ils font tous des cancers.
L'alternative potentielle, c'est la thérapie génique. On a un essai clinique qui a donné des résultats. Alors, c'est uniquement le gène FANCA pour l'instant, mais il représente 70% des patients. L'avantage, c'est que peut-être on aurait moins de risques de cancer après une thérapie génique qu'après une greffe. Ce n'est pas encore démontré. Les problèmes de prix ne sont pas tout à fait réglés et probablement il restera dans la thérapie génique un risque de leucémie résiduelle qui pour l'instant est totalement supprimé par la greffe allogénique. Donc résultat néanmoins satisfaisant pour la pratique quotidienne. Merci beaucoup. Donc on enchaîne avec les neutropénies et un abstract qui est également, dont le premier auteur est un expert de notre filière. Alors, c'est parti, je regarde un peu plus la caméra. Je commence par cette étude sur les inhibiteurs oraux de SGLT2 dans 2 pathologies qui induisent des neutropénies, la glycogène de type 1B et le déficit en G6PC3. Hop. Donc, ce sont 2 pathologies génétiques qui induisent donc des neutropénies, des infections, une susceptibilité aux infections et des maladies inflammatoires de l'intestin. Les thérapeutiques classiques pour ces pathologies, ce sont donc un traitement par GCSF, parfois une greffe, de l'immunothérapie. Ces 2 pathologies génétiques, elles ont comme point commun l'accumulation d'un sucre qui s'appelle le 1,5-anhydroglucitol phosphate. En ce qui concerne donc les inhibiteurs de SGLT2, ce sont des antidiabétiques oraux, des inhibiteurs du cotransporteur du sodium glucose de type 2, d'où leur nom, qui vont induire une diminution plasmatique de ce taux de sucre et une augmentation de son excrétion urinaire. Donc, l'étude que je présente, c'est une étude observationnelle. Les patients, pour être inclus, ils devaient donc avoir soit un diagnostic de G6PC3 déficit ou de glycogénose de type 1B, être inscrit au registre national des neutropénies chroniques et il recevait donc cette prescription de l'inhibiteur de GT2 à une dose initiale qui pouvait être ensuite adaptée. L'étude, elle se découpait en 3 phases. La première, une période pré-thérapeutique où on collectait les données médicales et biologiques des patients, puis une phase d'induction où les patients recevaient l'inhibiteur, on adaptait son dosage, puis le GCSF était diminué et les immunothérapies arrêtées. Et enfin, la phase de maintenance, surtout une phase observationnelle où la posologie était moins adaptée. Donc, 21 patients ont été inclus, 14 avaient une glycogénose de type 1B et 7 un déficit en G6PC3. À l'initiation du traitement, ils avaient en moyenne 18,8 ans. Il y en avait 16 qui recevaient un traitement par GCSF. En moyenne, leur taux de neutrophile était à 0,870 giga par litre. 6 avaient une maladie inflammatoire de l'intestin et 3 recevaient un traitement par immunothérapie par rapport à ça. Ils avaient tous des antécédents d'infections bactériennes sévères. Et parmi ces 21, il y en avait donc 19 qui étaient en phase de maintenance et 2 en période d'induction. Donc, concernant les résultats, donc avant d'initier le traitement par inhibiteur de SGLT2 et après l'inclusion, il y a eu 7 épisodes d'infection sévère parmi les patients. Et après initiation de l'inhibiteur, il y a eu seulement un épisode. Aucun épisode d'infection bactérienne à l'arrêt du GCSF. Et concernant les maladies inflammatoires de l'intestin, il y avait 6 patients qui avaient ce type de complications et 3 sur 6 étaient traités. Et après l'initiation du traitement, il n'y en avait plus aucun qui était traité et sans aucune manifestation digestive. On retrouvait une thrombopénie chez 3 des 21 patients avant et après traitement, plus aucune thrombopénie. Et le graphique, il montre la diminution du taux de 1,5-anhydroglucitol en haut et également l'augmentation du taux de neutrophile avec la baisse du GCSF de façon concomitante. En conclusion, donc, les inhibiteurs de SGLT2 ils permettent une diminution de ce taux de 1,5-anhydroglucitol. Ils sont associés à une diminution des infections sévères chez ces 21 patients et des symptômes d'inflammation chronique de l'intestin.
La dose, voilà, elle pouvait être variable et il n'y a pas eu d'effet secondaire ou de toxicité majeure de ce traitement. Donc, est-ce que Jean, en 30 secondes, tu peux autocritiquer ton abstract et nous dire si cette classe thérapeutique qui est révolutionnaire en cardiologie et en néphrologie va révolutionner les neutropénies de l'enfant? Oui, alors je vais pas critiquer mon abstract, bien sûr, mais d'une part, c'est une démonstration que quand on connaît le mécanisme physiopathologique d'une maladie, ça peut ouvrir la porte à des nouvelles thérapeutiques, qui sont en plus des thérapeutiques moins coûteuses, parce que passer du GCSF souvent quotidien à un traitement antidiabétique oral, ça semble un peu extraordinaire, mais clairement, ça fait aussi baisser les coûts puisqu'on passe en gros de 2 000 € par mois à quelque chose comme 60 € par mois. Bon, c'est un détail, mais surtout la qualité de vie des patients augmente. Ils passent d'un traitement quotidien avec des sous-cutanés à un traitement par voie orale. Ils ont moins d'infections, ils ont moins de maladies de Crohn. Bon, voilà, tout ça, ça part de la compréhension de la maladie, mais c'est quand même une ouverture énorme pour ces patients. Alors, on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Donc, la limite, la deuxième limite, c'est que le suivi était court. Et on augmente le suivi. On a augmenté d'ailleurs les emmerdements, si je puis me permettre, puisqu'on a quand même un décès qui est survenu, compliqué à analyser, mais qui est peut-être en partie lié à ce médicament. Mais c'est dans la glycogénose 1B. Mais ceci étant, le GCSF avant n'était pas complètement safe et on avait sur des séries de patients observé des infections graves sous GCSF et mortelles aussi. Donc en fait, voilà. Donc le message, peut-être je suis déjà trop long, c'est comprendre, ça aide à traiter. Merci pour cet aphorisme exceptionnel. On finit donc, Élise, avec toi sur les cytopénies auto-immunes de l'enfant pour la partie pédiatrique. Donc, je finirai par cette étude au titre accrocheur. Est-ce que les enfants qui ont un PTI ont-ils des microsaignements intracérébraux? Donc le PTI, c'est une maladie auto-immune, comme vous le savez, caractérisée par une diminution anormale du nombre de plaquettes avec un risque accru de saignement. En pédiatrie, c'est un peu différent de chez l'adulte parce que il y a moins de formes chroniques et la plupart évoluent spontanément favorablement. Les recommandations, c'est plutôt une surveillance simple, sauf en cas de syndrome hémorragique important. Et il y a peu, par contre, d'études qui évaluent la sécurité et l'impact de cette approche. La question posée par cette étude, c'est le PTI pouvant entraîner un syndrome hémorragique au niveau cutanéo-muqueux. Est-ce qu'il y aurait un processus similaire qui se produirait au niveau cérébral? Dans des études précédentes réalisées chez les adultes, où on réalisait des IRM pondérés en susceptibilité, on observait des taux de 43% de patients qui avaient ce genre de saignement, des CMB. Et dans d'autres études, une altération des fonctions cognitives était associée avec ces microsaignements, mais dans d'autres pathologies que le PTI. Cette étude, elle a inclus 38 enfants du service d'hématologie pédiatrique de Londres qui avaient de 8 à 18 ans, un diagnostic de PTI et moins de 30 gigas à un moment donné dans leur pathologie. Ils passaient tous des IRM pondérés et 2 neuroradiologues relisaient les résultats des IRM en aveugle. 20 contrôles appareillés sur l'âge, 20 contrôles sains ont été appareillés également sur l'âge. Donc toutes les données cliniques ont été collectées, les résultats des IRM avec le nombre, la taille et la localisation des microsaignements intracérébraux, et chaque patient passait des questionnaires, notamment un questionnaire de score hémorragique, le Pediatric Bleeding Questionnaire, qui cote de -1 à 4 différents critères, épistaxis, hémarthrose, etc., et des scores de qualité de vie et des fonctions cognitives. Donc, sur ces 38 patients, il y avait 58% de garçons. Ils avaient en moyenne 12 ans, 2 tiers de PTI chronique avec une évolution de plus de 12 mois et 76% avaient une maladie qui était active au moment de l'IRM avec une thrombopénie à moins de 100 gigas ou un traitement à ce moment-là.
la durée d'évolution du PTI de ces patients, elle était d'environ 3 ans, avec donc 73% qui avaient reçu au moins une ligne de traitement, des corticoïdes, des immunoglobulines ou d'autres traitements immunosuppresseurs, etc. 10 patients n'avaient jamais été traités et un bon tiers était sous agonistes des récepteurs de la thrombopélétine au moment de leur IRM. Donc, on a retrouvé chez 13% des patients, soit 5 patients des CMB, ça allait de 1 CMB à 10 CMB, et chez les contrôles, donc aucun CMB retrouvé, et aucun des patients également qui étaient non traités avait des CMB retrouvés sur leur IRM. Sur les 5 patients, il y en avait 4 qui avaient une forme chronique de PTI et 1 avec une forme aiguë et un épistaxis sévère qui avait nécessité 2 fois des immunoglobulines. Si on regarde un peu donc, les résultats par rapport au score de saignement, donc, ils avaient en moyenne, les patients, ces 38 patients, un score autour de 5. En dessous d'un score à 4, il n'y avait aucun patient qui avait des microsaignements cérébraux. Plus le score était élevé et plus ils avaient de risque d'en avoir. Mais certains patients qui avaient un score élevé, comme on peut voir à droite, n'avaient pas de microsaignements intracérébraux. Et en ce qui concerne donc les scores de qualité de vie et des fonctions cognitives, il n'y a pas d'association significative qui a été montrée. Donc, en conclusion, de façon assez rassurante, donc, la proportion des microsaignements chez les enfants par rapport aux adultes, elle est bien moindre, 13% versus 43%. Il y avait des microsaignements cérébraux seulement chez les enfants qui étaient traités. Certains enfants pouvaient avoir des taux de plaquettes bas et des scores de saignement élevés sans microsaignement, et on pourrait penser que l'IRM pourrait être utile chez des patients qui ont des scores de saignement un peu intermédiaires et pour qui on se poserait la question de l'indication d'un traitement. Donc, les facteurs qu'on peut dégager à partir de cette étude de risque de CMB, c'est une forme plutôt chronique de PTI, une forme sévère où le patient nécessite un traitement et également un score hémorragique élevé. Malgré tout, il y a quelques limites à cette étude. Tout d'abord, la plus importante, c'est le manque de représentativité par rapport aux patients qui ont généralement un PTI, donc qui sont plutôt des enfants, des petits-enfants, jeunes, avec des formes aiguës. Là, c'était quasiment que des enfants plus vieux, donc de 8 à 18 ans, une grande majorité de PTI chronique. Et une chose intéressante aurait pu être de regarder aussi l'analyse du fond d'œil pour le corréler au résultat de l'IRM, vu que c'est un examen plus facile et qu'il y a parfois des difficultés de compliance pour les patients pédiatriques. Merci. Pardon pour avoir mis la pression sans le vouloir. Bon, le fond d'œil, c'est souvent plus difficile à obtenir qu'une IRM actuellement, mais ceci explique probablement cela. Un commentaire en une phrase, Thierry ? En une phrase. Les données adultes étaient inquiétantes, bien sûr. Après, les enfants, on sait qu'ils saignent moins. L'étude a été très bien faite en termes d'investigation réalisée. La population est quand même un petit peu biaisée. Et en particulier, un autre problème aussi, qu'on ne sait pas du tout dater avec cette technique le moment où ils saignent. Est-ce que c'est des hémorragies anciennes au diagnostic? Est-ce qu'elles sont arrivées au stade chronique? On ne sait pas. Donc pour l'instant, c'est en partie rassurant, mais il faut faire des études complémentaires pour comprendre l'intérêt de cette approche.